La réalité, elle dépasse la fiction et c'est vrai que j'ai commis un homicide à 15 ans, quoi. Ouais, je l'ai poignardé à 6-7 reprises et malheureusement, il a succombé de ses blessures. Ouais, j'ai planté des gars en promenade, une amitié de prison qui va limite m'enlever la vie. Ça va partir en tentative d'assassinat avec, comme tu l'as vu, une balle dans la tête, une balle dans le pancréas et une balle collée à la colonne vertébrale. Le médecin qui m'a opéré, il partait à la retraite, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Il m'a dit, t'es un mec, t'es cliniquement mort. Un jour, ma mère, elle va me dire, écoute, tes armes à feu, ton shit, j'en veux plus à la maison. La prochaine fois que je trouve une arme, je vais le donner à la police. Mais moi, je la croyais pas. Je dis, ça. Ma mère, jamais de sa vie, elle allait au communico. Ah, je trouve un calibre 12 dans les affaires à mon gamin. Et un jour, elle va le faire. Et ils vont m'envoyer une fatwa numérique qui va me dire, écoute-moi bien, tu vas te manger une balle dans la tête si tu ne rejoins pas en Libye. Et ton fils, tu le verras bientôt plus jamais, comme tu l'as vu écrit noir sur blanc dans les revendications odieuses de l'enlèvement de mon fils. Aujourd'hui, je reçois Zinedine. Alors Zinedine, c'est un parcours un peu particulier. Il est rentré en prison à 15 ans pour un homicide volontaire. Il a pris ensuite 4 balles dans la peau. Il est passé par le trafic de stupes. Il est originaire de Dreux, en région parisienne. Et aujourd'hui, il se bat pour récupérer son fils qui est aux mains des islamistes proches de Daesh. Bonjour Zinedine. Bonjour Jérôme. L'histoire dont on va parler, là, elle commence où? Dans quel coin? T'es originaire d'où, quoi? Moi, je suis originaire de Dreux, banlieue ouest profonde de Paris. J'ai grandi là-bas et je suis né là-bas. Et ma vie s'est dessinée là-bas. Au début, c'est quel environnement familial? C'est quoi le début de cette vie? C'est prime jeunesse? Moi, je grandis dans une maison collée à Dreux avec mes parents prolétaires. Maman, elle est aide-soignante. Papa, il est ouvrier. Divorce des parents à 3 ans. Et c'est là, après, que je vais connaître le quartier. Mais mes premiers souvenirs de vie à Dreux, en France, c'est la petite maison champêtre, pas très loin du centre-ville et de l'hôpital. Et à travers différents déménagements, ça va partir crescendo dans des situations qui sont, on va dire, le quartier des Battes. C'est un quartier où on a des voisins pieds noirs, sénégalais, maliens, marocains ou français de souche et ça se passe super bien. Multiculturel. Alors, le quartier des Battes, c'est à Dreux. Hein. Le quartier des Battes, c'est à Dreux. Ouais. Alors là, tu y arrives à quel âge, tu as dit? J'ai 3 ans et avec ma fratrie, on est dans un gros F4, même F5. Ça va se passer plutôt bien. C'est un quartier vraiment populaire où il fait bon vivre. Bon, c'est vrai que quand on va jouer dans les bacs à sable, il y a des seringues de toxicomanes et tout, donc on voit que la drogue est un peu partout. Mais on va dire, ça va devenir, dans le milieu que toi t'étudies, à Dreux, l'un des gros quartiers d'importateurs de cannabis, c'est ce qui va aussi influencer sur la trajectoire à la suite. Ça, c'est en quelle année, toi? Puisque t'as quel âge? Enfin, 3 ans, donc c'est en quelle année quand t'arrives au BAT? Les années 90, et je vais faire ma primaire là-bas, je vais découvrir mes amis d'enfance là-bas. Il y a des Basile, des Mamadou, des Karim, tout le monde, on est tous ensemble et vraiment un vrai vivre ensemble, pas le vivre ensemble que certains politiciens réclament mais qui ne vivent pas, mais le vrai vivre ensemble du peuple. On déménage à Vernouillet, c'est limitrophe à Dreux, une petite maison champêtre proche du centre-ville, rue Lucien Dupuis, et je suis à l'école donc à proximité d'un quartier où ils nous portent pas trop dans leur cœur. Et on va dire que je vais être le vilain petit canard qui arrive en 6e, mais qui vient du quartier à l'autre bout de la ville. Parce que le quartier où tu arrives, ça s'appelle comment, là? Les Vauvettes. Les Vauvettes. Donc en gros, il y a quoi? Une rivalité entre les deux quartiers? Il y a une rivalité, il y a des embrouilles de grands frères en boîte de nuit qui ont ni queue ni tête, mais qui infectent même les plus jeunes pour prendre en adversité ouais, les donc autres, en gros, c'est des guéguerres de quartier. Des guerrières de quartier qui vont aller loin, malheureusement, très tôt. Alors, raconte-nous, alors malheureusement, oui, parce que... Moi, 6e, 5e, 4e, 3e, j'étais passionné. D'ailleurs, c'est un point commun que j'ai vu que tu partages, c'est l'histoire. Moi, ce qui me remonte ma moyenne, c'est histoire, français. Et je suis passionné surtout la période 39-45. Je sais même pas encore que mon grand-père, il est parti jusqu'à Monte Cassino avec la bande Abel Bella, en Italie. Parce que je vais le savoir quand je vais m'installer en Algérie et que je vais aller chercher à travers mon histoire dans la phase où on va parler expatriation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que... au début, c'est des petits bisoutages. Au début, c'est bon enfant. Puis après, ça commence à te casser la gueule à 2-3. Et puis après, tu te mets en position du fœtus parce qu'il y a 5-6 mecs, 8 mecs qui viennent te casser la gueule. Et à la fin, tu te bats un peu, mais c'est chiant, c'est pesant.
Dans la vie d'un enfant, c'est pesant, parce que je suis un enfant. Parce que là, t'as quel âge quand t'arrives au Beauvais? J'ai Pas à 10-11 l'école ans, et puis, au centre de leur quartier, c'est un peu compliqué parce qu'il est au sein de leur quartier. Donc j'y vais quand même parce que je suis un peu teigneux, mais des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. C'est où ça va prendre une tournure, c'est que mes parents ils vont aller en vacances et moi je vais plus être en Normandie à boire du cidre et, du côté de Lisieux avec chez ma grande frangine et on va dire que je vais commencer première barrette, première fumette et première soirée en boîte. Moi, je me sens puni. J'ai on va en parler français. J'ai un petit sentiment d'abandon. Oui, parce que tes parents donc partent. Partent en vacances et il n'y a plus de place. Et comme j'ai pas les meilleurs bulletins de la fratrie, bah. Toi, t'es laissé sur place. Je suis laissé sur place et sur le coup, ouais, mon ego il prend un coup. On va parler, Et donc tu vas chez ta grande sœur à je vais Lisieux, chez ma c'est ça? grande sœur et j'ai pas commencé à vendre des barrettes en bas de chez moi où mon grand frère il m'aurait savaté la gueule et ma mère elle m'aurait dit mais qu'est-ce que tu fais? J'ai commencé en Normandie bien profonde et c'est exotique, c'est l'été, je prends mon petit 100 grammes, je commence à. Ouais, mais tu les connais d'où les mecs? Puisque toi t'es pas de là-bas, comment ça? Alors, je sais pas, t'arrives à Lisieux chez la grande Non, sœur, j'arrive à tu tombes quoi Lisieux. sur les mecs du quartier Moi je fais déjà mes plans. Je me dis ma famille ils vont aller en Algérie, ils vont casquer, aller-retour. Pour ma paire d'Air Max et mon survêt Lacoste à la rentrée, ça va être un peu compliqué. Du coup, à Dreux, c'est vrai que c'est un peu le Rungis du cannabis. Toi, tu l'as déjà vu même dans des reportages ou dans des trucs. Et un pote à moi qui me dit là-bas, c'est le cidre et les bédos. Et prends un peu de bédo. Au lieu de faire 600, 500 euros sur la plaquette, tu peux même couper jusqu'à 1000 euros peut-être. Ah oui, c'est un pote de Dreux qui te file la plaquette et toi tu vas vendre à Lisieux. Voilà, ça commence comme ça. Le premier bédo bien entouré avec des gonzesses, des gamins, des amateurs de bécanes, des bikers du coin. Et je me fais inviter dans la petite boîte de nuit alors que j'ai 15 ans en vrai. Le videur, il prend ma carte d'identité, là, et il rentre même pas le gamin. J'ai un chapeau de paille. Et comme j'ai le meilleur bédo de bien frais des copains du Rive, du Drouet, et ben on va dire que j'ai un peu de sous pour même payer un whisky à qui je veux et bien m'habiller et aller boire un coup. Ça s'appelait l'Insomnia à l'époque. C'était sur la route de Deauville. Et première barrette, première relation charnelle, première tout. Et malheureusement, on ne sait pas qu'à travers ça, après ça part dans les grands tours, ça part dans une violence qui. Alors on est en quelle année là? Là, c'est l'été 2002, je me rappelle. 2002. Ouais, 2002. Première barrette, première relation charnelle, première Et on sociabilise par la vente de cannabis. On sociabilise. Il y a le patron de boîte de nuit qui sait que tu as le meilleur bédo de meilleure qualité. Il y a les petites filles de 18-19 ans. Hein. Pour moi, c'est des cougars, les meufs. Et c'est eux qui me font rentrer dans la boîte de nuit. Et je kiffe en vrai. Je dis, mais en vrai, allez-y 400 fois en Algérie tout seul. Moi, la Normandie, c'est 1000 fois mieux. Moi, je suis heureux. Moi. Des fois, ils me ramènent à Deauville, on va au casino, on mange une pizza, on rigole entre nous. Il y a déjà une amie qui travaille à l'hôtel Barrière, dans des trucs qui me dépassent, que j'ai jamais vu ça, moi. Je viens de Dreux, dans les bas-fonds de Dreux. C'est sûr que pendant mes premières 3 années, j'étais dans une petite baraque, mais après, je vais connaître parce que j'ai habité au Bat, au Lièvre d'Or, quartier qui n'existe plus à cause de la dangerosité du lieu. Et puis, j'ai habité au Bergeronette, dans le quartier à Bassoula que t'as lu, qui t'a tapé dans l'œil, le grand Boualem Talata. Alors le parcours, il y a un moment où ça bascule. Il y a un moment où ça bascule parce que au lycée, là, je suis dans mon quartier, le lycée, au cœur du quartier des Battes, presque, limitrophe, mais au cœur. Moi, comme j'ai une petite formation avec mes petites barrettes, qu'après, à la fin, je les vendais les 10 euros, je les vendais 20 euros, parce que la qualité était meilleure de ce qu'on trouvait en Normandie, parce que ce qu'on livre en Normandie ou en Bretagne, à cette époque-là, c'est pas la première frappe, c'est la moins chère qu'on tape le plus cher. Et puis, la dernière frappe, c'est les quartiers où les importateurs viennent, où le terrain il tourne, quoi. Mais j'arrive au lycée, je suis en chimie. On nous met des becs benzène, tu sais ce que c'est, la chimie. Nous, on voit que la découpe et le trafic de sup à travers ça. On se dit on dit jamais que notre CV il va être accepté
à l'usine pharmaceutique du coin, que ça soit Léo Pharma ou quoi. J'arrive au lycée, puis je vois l'internat, je repère l'internat, je dis purée, t'as tous les mecs de la campagne qui sont à l'internat là, et ça consomme bien. C'est des fausses, on va dire, c'est des intentions de gamins de 14 ans, basanés, n'ayons pas peur de le dire, et qui veut s'en sortir par, quand on est fasciné, les grands du quartier en VR6, violine, Golf 4 4Motion, hors de prix, mais qu'ils achètent avec l'argent du cannabis. Parce qu'on sait très bien que l'ouvrier, lui, il a une 205. C'est ce chemin-là qu'on pense être le bon, le vrai, celui-là où on perce, alors qu'on perce rien du tout, à part peut-être des gens ou soi-même. On va en revenir après. Mais après, je pense que pour être un mec qui dit du Carl Gustav Jung, ça te parle? Je pense qu'il y a toute une... on parlait de ça sur la route en venant, c'était tous ces films aussi, toute cette filmographie qu'on nous a mis dans la gueule dans les années 90, que ça soit La haine avec Vincent Cassel, ou Ma cité va craquer, ou ces films-là où le dealer, c'est un peu le bon rôle. Quand tu regardes Tony Montana, en vrai, on nous l'a érigé comme un prince de la cocaïne de Miami, alors que le mec, c'est un camé qui se marie avec une camé qui n'arrive même pas à lui faire un gosse. Et en vrai, il va tuer son meilleur pote pour des raisons... c'est débile. Il va finir lui aussi. Ah bah, de toute façon, normalement, ce film, il était érigé en contre-modèle. Hein, quand Brian De Palma l'a fait, c'était pour montrer que c'était débile. Ouais. Malheureusement, personne n'a compris le sens du truc. Nous, on voulait The World is Here, on avait les t-shirts, on vendait un peu de bédo, un peu de coco à la fin, parce que forcément, il y a de l'offre, il y a de la demande. L'avocat du coin ou l'autre, la secrétaire, elle vient, elle prend sa barrette, mais des fois, quand c'est le week-end, elle prend un peu de CC. Elle prend un peu de CC, un peu de schnouf, et il faut lui servir ce qu'elle veut, quoi. Et puis un jour, il va se passer un truc... Il va se passer qu'au sein de ce quartier-là, moi, dans mon lycée, n'ayons pas peur de le dire, c'est le lycée Maurice Violette, lycée professionnel. Il vend des barrettes, Zinedine, il faut l'accrocher pour qu'il vende notre stock, et puis il prend pas 1 euro de bénéfice, des conditions un peu... Bon, en gros, il y a des mecs qui te mettent la main dessus en disant tu vas à Bicrave pour tu nous. vas à Bicrave, quand on va couper 800 euros sur une plaquette, tu vas ramener 800 euros et le billet qu'on voudra te donner, tu vas le donner. Je dis, mais les gars, vous avez pas complètement pété de la tête, quoi. Au début, ça va être des petites menaces, des petits trucs. Et puis, quand on va me parler de ta frangine, elle est au même collège que toi, où ça va être la gueule, là, t'as pas de recul. T'as 15 ans, tu fumes 10 bédos par jour. Le cerveau, il est même pas fini d'être construit. Parce que je crois que c'est à 21, 22 ans. La réalité, elle dépasse la fiction. Et c'est vrai que j'ai commis un homicide à 15 ans, quoi. Pour être franc, t'as vu, t'es gamin, tu vas à l'école, tu vas un peu en retard le matin parce que t'as regardé Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est Sangoku, Vegeta, les grands sauveurs de l'humanité. Et il y a toujours cette notion de bien, de méchant, de sauveur, de protecteur. Même dans ces dessins animés-là, faut pas le blesser, l'ennemi, faut le terrasser. Il n'y a pas de boule de cristal pour le faire ressusciter, malheureusement. Donc du coup, il y a ça, il y a toute cette filmographie que je te parle, parce qu'avec mon grand frère, il fume son bédon, on vit dans la même chambre. Moi, j'étais avec mes grands frangins. La filmographie, c'est quoi? C'est Tony Montana, c'est La haine, Ma cité va craquer. Et puis quand on te menace toi, c'est une chose, mais quand on te menace ta famille, j'avais pas la lumière à tous les étages, à 15 ans. Surtout que depuis quelques mois, j'étais dans un truc où moi, je vends des barrettes, mais The World is Here. Mais c'est n'importe quoi, en vrai. Je vends 5-10 barrettes par jour. Ouais, mais tu t'es pris pour Pablo Escobar. Pour Pablo Escobar, parce qu'à la fin de la semaine, c'est le samedi, on allait à Clignancourt s'acheter faut de l'argent. Enfin, faut de l'argent pour... Bon, le billet de train, on ne le payait pas, mais on arrive à Paris, on veut manger un truc, on veut s'acheter des sapes, et on ne peut pas demander à papa-maman de payer la conso de chichon, ou survêtre Lacoste à 600 francs, 800 francs, et les Air Max à 1000 francs. Dans une fratrie de 6 enfants, tu peux pas... Si tu multiplies par 6... Tu multiplies par 6, le salaire, il saute, et il faut faire un prêt à la banque. Donc non. Bon, de ça s'est calmé maintenant, un petit peu, mais à l'époque, c'était vraiment criminogène. Et puis quand on arrivait à Paris, il fallait s'affirmer, parce qu'il y avait des mecs de Paris, il y avait des mecs du 9-3, un peu partout de la banlieue qui allaient dans les mêmes coins.
que ça soit Châtelet, Clignancourt, Porte-Saint-Ouen. Et Saint-Blaise, parce que j'ai connu après, par la Banane, suite, Saint-Blaise, la Banane, 20e, là, Saint-Blaise, ouais. Place des Fêtes. Place des ouais, Fêtes, non. ouais, j'ai côtoyé ces gens-là après par la suite. Donc oui, il t'emmerde, il menace ta sœur. Voilà, ils viennent à deux. Moi, ça me fait chier qu'un peu déjà, même sans que je leur vole du bédo, quand j'étais au collège, déjà, ils me cassaient la gueule. Donc, autant leur voler leur bédo. Donc, après, tu vas dans un truc, tu leur voles leur bédo. Et de toute façon, je vous chie à la tête, je vais pas vous rembourser. Et de toute façon, que je vous emmerde ou pas, vous m'emmerdez. Donc, autant que vous m'emmerdez pour une raison. Pour une raison. Donc, je suis un peu seul contre tous. Et puis, à la fin, ils viennent à 2-3 devant chez moi. Et puis... malheureusement, ça va partir en homicide volontaire. Et puis, je vais passer aux assises mineures. On va pas s'étendre trop dessus, mais en gros, tu sais quoi, tu as poignardé un des mecs, c'est ça? Ouais, je l'ai poignardé à 6-7 reprises et malheureusement, il a succombé de ses blessures. C'était pas du tout le truc que je voulais en vrai. Je voulais le blesser, faire un exemple pour dire, faire des appels de phare à ce quartier-là. Revenez plus m'embêter parce que ça commence à être chiant. Et la scolarité, elle a pris un coup. Bah, quand on est un peu victime de violence scolaire, on n'apprend pas les cours comme les autres. On va plus au centre aéré du quartier, donc j'allais pêcher de la truite et taquiner de la truite. Et j'étais déjà un petit Tom Sawyer de Dreux, de la campagne, qui allait au fur et à mesure de sa vie traverser des épreuves qui vont aller crescendo dans le paroxysme de la violence et traverser des épisodes qui vont défrayer la chronique, on va dire. Ta victime meurt. Ouais. T'es arrêté tout de suite. Enfin, comment ça se Ouais, passe? ça se passe. Je suis arrêté. Bah déjà, ma mère, elle vient pas très longtemps après les faits. Elle me dit, là, c'est pas des bagarres, c'est quoi là que t'as fait? Du coup, je dis ouais que c'est moi. Je suis pas dans le renier. Moi, j'ai avoué un homicide. J'avais 15 ans. J'avais pas de problème avec ça, parce qu'il fallait assumer ses actes. Parce que tu as vu tout de suite qu'il était décédé ou... Ben, j'ai vu qu'il se vidait de son sang, que son pote, il prend la fuite, il prend ses jambes à son cou. Et puis, comment, en vrai, je l'ai su qu'il était décédé, c'est que le commissaire, à l'époque de Dreux, il me dit, ton copain de tout à l'heure de l'échauffourée, il est décédé. Il me le dit un peu d'une manière un peu crue. Et moi, au début, je crois que c'est même un peu du mytho, mais en vrai... tu peux pas mettre sur un mandat de dépôt homicide volontaire s'il n'y a pas d'homicide. Ouais. Ça peut pas être faux. C'est automatiquement des faits. Ils sont venus t'arrêter chez toi et... Ouais, et puis j'avais un petit ruisseau dans mon jardin. J'avais jeté le couteau là-bas, comme si que ça allait s'éterniser. Et puis j'ai avoué les faits. Après, je me dis qu'à cause de, à la base, violence scolaire, c'est un petit peu con que ça en aille dans les grands tours aussi jeunes, quoi. Et puis, pour la petite anecdote, le commissaire, il me dit quoi à la fin? Il me dit, toi, t'as 15 ans, t'as commencé ta vie par un homicide, et ben, j'aimerais bien savoir par quoi tu vas finir. Ça veut dire que, en fait, c'est un signe subliminal, mais en vrai, le mec, il dit, t'as commencé déjà dans le haut du truc, là, je sais pas, tu vas faire quoi par la suite, mais ça va pas être très d'habitude, catholique. Ça va crescendo, là. Là, c'est déjà le paroxysme, ouais. Et puis, j'arrive à Bois d'Arcy en 2003. Moi, je sors du lycée, j'arrive à Bois d'Arcy. Est-ce que tu avais déjà fait des gardes à vue, tout ça? Non, j'avais rien à voir de garde à vue. Ouais, jamais eu d'affaire à la justice, à la police, rien. Non. Ou sinon, quand on arrivait à l'époque à Gare Montparnasse, les CRS, ils nous regardaient, ils disaient, c'est le train de Dreux, c'est encore les Drouets, là, qui sont 50, 60 dans le train. Ils viennent foutre la merde à Paris. Carte d'identité, donc on avait souvent notre carte d'identité parce qu'on savait que ça nous empêchait de finir en garde à vue et de papa, maman, ils traversent toute la banlieue ouest pour venir nous rechercher. On va dire c'était, on était une bande n'ayons pas peur des mots, de fils issus de l'immigration qui partaient à Paris pour changer l'air de cette banlieue profonde où il n'y avait pas grand chose à faire, quoi. Donc tu arrives à Bois d'Arcy, donc en mineur. En mineur. À l'époque, il y a encore le quartier A et B. A, on met les mecs du 92 parce qu'ils sont pas amis avec le 78 et jusqu'au gars de Dreux. Et puis les pointeurs mineurs parce que ça existe. Et les victimes ou les balances. Et le côté B, on l'appelait le Bronx. Et le B, c'est tout ce qui est 78, Muro, Trappe, Mantes-la-Jolie. Tout un programme. Et Dreux, tout un programme. Le braqueur de Vitry, mineur, qui tape déjà des BNP Paribas et des postes. Et on met tout ce beau monde criminogène, les vendeurs de schnouf de Bagneux, un peu coriace. Et
tous ces gens-là qui sont aux assises mineures et destinés pour la plupart, pour être franc, à un triste Ça destin. commence mal dans la vie. Toi, t'as 15 ans. C'est quoi? T'arrives, t'es flippé, tu regrettes, Non, tu moi, te j'y dis, crois même pas, moi. J'y ouais, tu crois même pas. réalises ce que j'allais dire. J'y Tu vois. crois même pas déjà que moi, à mon jeune âge, j'ai commis un homicide. Déjà, t'as réalisé ça, ouais. Non, non, moi, c'est qui m'a fait. Il y avait un ami à moi, donc Mantes-la Jolie, qui était déjà là pour braquage, qui avait 17 ans et qui allait monter majeur. Et il me dit, mais attends. Avant, on descendait les mandats de dépôt. C'est pas comme maintenant, tu dis le mec, je suis là pour homicide, je suis là pour braquage. En vrai, le mec, c'est un violeur de Ouais, gamine. un pointeur, hein. Et en vrai, il me voit, moi, petit rebeu mignon, j'avais même pas un poil sous le menton. Et il me dit, descends ton mandat de dépôt. Je descends le mandat de dépôt. Je dis, mais c'est pas vrai, j'ai pas tué quelqu'un en vrai. Il ment en vrai au commissariat et tout. Il dit, si. Si c'est écrit homicide volontaire, t'as tué quelqu'un. Donc c'est logique. Et puis on se prend en amitié. Les gars de Mantes-la-Jolie sont très copains aussi avec les gars de Dreux. Et puis c'est vrai que le fait que j'ai grandi dans un quartier, d'ailleurs mon père c'était un ami de l'oncle Abou Alem, comme ça que je le connais, c'est au niveau intrafamilial à la base, mais je connais un peu qu'on a peur de lui, que je le vois. Ce mec-là à qui je fais un bisou, Sirou, il dit mec, lui c'est un petit frère, il a 15 ans, il a l'air pas trop habitué au lieu, vous n'allez pas lui casser la gueule et il est sous ma protection. Donc je suis sous la protection d'un braqueur de Mantes-la-Jolie et de 3 amis. Et je vais comprendre que l'être humain, il est quand même méchant. C'est que quand il va monter majeur, là, les gens, ils vont plus me respecter de la même Ah oui, manière. quand il est plus là, c'est terminé. Ah non, quand il monte majeur, tu tournes à vraiment Bois d'Arcy, c'était coriace. Tu peux te manger en tournant en promenade une gauche que t'as même pas vu venir. Et j'ai vu des mecs, moi, rentrer dans leur cellule en chaussettes. Dépouillé complet. Il descend avec les derniers requins à 169 €, mais il remonte en cellule en chaussettes parce que ils sont déjà au 3e étage de l'immeuble et sa veste Nike ou son survêt Lacoste, il saute. J'ai vu des mecs en calbar, moi, remonter de promenade. Donc, c'est la jungle. C'est la jungle. Et puis, on apprend à grandir, à évoluer et à survivre dans un milieu hostile, en vrai. Parce qu'il y a des mecs du 91, il y a des mecs qui sont amis du 78. Mais nous, les mecs de Dreux, déjà, on n'est pas bien aimés. Parce qu'on est bien aimés par une partie, même du plus haut grand banditisme français. Boualem, il a fait des victimes dans les quartiers. Il a cassé la gueule à des mecs, il a dépouillé des mecs, des grands trafiquants ou pas. Et ces gens-là, que le fait que tu viennes de Dreux, t'es persona non grata, t'es pas le bienvenu. Alors le fameux Boualem dont tu parles, c'est Boualem Talata, qui n'est plus de ce monde puisqu'il a été lui-même assassiné. C'est la figure à la base du grand banditisme drouais dans les années 90, qu'on peut même apercevoir dans le clip avec NTM et Nas. C'est incroyable, moi en vrai, ce que je vois de lui, parce que on voit NTM à la télé, lui il est avec eux dans les clips. On voit Jamel Debbouze dans Jamel en scène ou à l'époque de H, et c'est lui le garde du corps. Et il rentre à Canal+, je pense un petit peu avant toi, et pas par la même porte, et avec son chien Roy, un pitbull, et dont moi, on me confiait le père, qui s'appelait Lewis. Ah, le père du Roy. Le père du chien de Boualem, c'était mon chien. Ah oui, d'accord. Ça veut dire nos parents, ils se connaissent, nos familles se connaissent. Mon père, c'est un ami de son oncle. On va soit me détester au niveau détention pour revenir à Bois d'Arcy par rapport à lui, ou on va soit m'aimer, me protéger par rapport à lui. D'ailleurs, quand on parle de lui à l'époque, moi je suis gamin, je viens d'arriver à Bois d'Arcy, je dis pas je le connais. Je le connais ou je le connais pas, ou c'est un grand quartier où nos parents ils sont amis. Dis rien de tout. Mais je dis rien parce que ça se peut, le mec, je vais lui dire c'est un bon gars, il va m'éclater la gueule. Donc c'est une arme à double tranchant, mais spécialement dans le milieu trap, parce qu'il y a beaucoup de mecs de trap aussi à Bois d'Arcy. Il est aimé de fou, parce que c'est le garde du corps à Jamel Debbouze à l'époque. Qui est lui-même originaire de trap. Exactement, et en vrai, même Jamel, dans son ascension fulgurante, à l'époque, il rentre pas à trap si c'est pas avec Boualem, quoi. Ouais. Donc Bois d'Arcy, tu vas rester combien de temps en attendant ton procès? Je vais rester 1 an, c'est un mandat de dépôt, c'est le maximum pour les 15 ans, c'est 6 mois renouvelables une fois, 15 ans, t'as même pas le droit d'aller au mitard. Tu mets une claque au surveillant, tu vas pas au mitard. Et moi, ce qui va un peu me perturber au niveau instruction, c'est que mon avocat, qui est peut-être plus de ce monde, parce qu'il était déjà âgé, Philippe Arbouche, qui est un grand avocat de charte, il me fait sortir 1 mois avant mon jugement. Ça veut dire, moi, à partir du moment où tu me libères, moi, je
Pour moi, je suis libéré, je vais pas retourner en prison. On me met dans un CEF, parce que les CEF, ça vient de sortir. C'est quoi, CEF? C'est un centre éducatif fermé. Je suis du côté de Valence parce qu'on veut m'éloigner soit de représailles ou soit moi de surenchère de la violence parce que je suis au placard, mais la guerre, elle continue. Et en vrai, de vrai, quand je vais au jugement, je prends 6 ans, donc je retourne en détention. Moi, je comprends pas pourquoi vous m'avez libéré il y a un mois, c'est pour me remettre 6 ans au jugement. Fallait me laisser à Bois d'Arcy, en vrai. Comment ça se passe, la cour d'assises pour mineurs? Alors, j'imagine que toi, enfin, je sais pas, quand on arrive là-dedans, donc là, t'as quoi? T'as 16 ans quand t'arrives J'arrive. en cour d'assises? J'ai 16 ans. Tu passes où? C'est où, d'ailleurs, là? Chartres, tribunal de Chartres. Donc c'est à huis clos, non, la cour d'assises pour mineurs? Cour d'assises mineure, c'est à huis clos. Je rentre, j'avoue les faits. Je suis très repentant, pour être franc, pas pour faire de la fausse repentance, que ça en arrivait là, pour si peu en plus. Et je prends 6 ans, et on va dire qu'il y avait une enquête qui avait été faite, même de voisinage ou à l'époque, le collège, et que c'est vrai que ça a été, même si les professeurs ils vont jamais témoigner à la barre parce que sinon le métier, la place au boulot elle saute, donc c'est pas très chevaleresque mais c'est la vérité. Et du coup c'est vrai qu'on dit que quand même j'étais un petit peu seul contre tous à la classe et que cet acte odieux et qui est le paroxysme de la violence en fait finalement. Du coup c'est pris quand même en compte et puis il y a pas de légitime défense, il y a pas lieu de plaider ça, c'est un homicide volontaire. J'assume et puis je vais faire ma peine plein quoi. Je vais faire ma peine vraiment plein. Pour les 6, t'as fait combien? 5 et demi? 5 et demi. À l'époque, il y avait encore les 14 juillet, les 4 mois, je vais les avoir. Merci, Monsieur Chirac. Et par contre, je vais faire ma peine plein. C'est un choix aussi pour dire que j'assume le truc. Donc tu sors, t'as quoi? T'as 21 ans j'ai 20 ans, 20 et quelques. Pas de jeunesse, quoi. Jeunesse en prison. Jeunesse en prison. T'as été enfermé, des braqueurs, des go-fasters, des tueurs. Bon, les pointeurs, on leur tapait sur la gueule. Et avant, c'était différent parce que c'était les surveillants qui nous les balançaient pour qu'on leur casse la gueule parce que des fois, ils avaient violé la copine de leur gamine. Et puis, de jour au jour, ça a bien changé parce que si tu te casses la gueule à un pointeur, t'as une deuxième affaire et tu passes par 45 jours ou 40 jours de mitard. Ou 30 jours, selon. Tu l'as fait où, ta peine, toi? J'ai fait Bois d'Arcy. J'ai fait transfert disciplinaire par la suite parce que je vais planter des gars en promenade. Je vais aller à Nanterre. Ah oui, t'as planté des gars en promenade. Ouais, j'ai planté des gars en promenade au bâtiment B pour une histoire de téléphone. À l'époque, les téléphones, c'était que les gros voyous qu'ils en avaient ou les gros bras des quartiers du majeur qui étaient au-dessus. Et à cause d'une histoire d'une mule qui va se faire victimiser le téléphone par des blagues du 9-1 et du 77. Malgré moi, bon gré mal gré, comme c'est moi qui a trouvé la mule déjà en détention, je vais être obligé de régler l'histoire et un peu seul contre tous, ça prend un coup de couteau dans la promenade. Du coup, pas très jovial, pas très réinsertion compliquée. Il y a un gradé corse qui est super gentil, qui s'appelle Monsieur Loporini, qui était super déjà âgé à l'époque, qui nous met un peu dans des formations électrotechniques, mécaniques, mais en mécanique, on fumait notre pipette à la pause et puis on réparait des Super 5, des safrans, on était contents, ça nous faisait aussi un petit billet, ça évitait que la famille envoie un mandat. Mais au bout de vingtaine de mois de détention là-bas, j'avais 360 rapports d'incidents. À la fin, je finis par planter des mecs ils m'ont éclaté. Hein. Pour être franc, les mecs, je les ai plantés, ils m'ont pas regardé du coin de l'œil, ils m'ont éclaté. Ils m'avaient enfoncé l'os là en bas de l'œil. J'avais été opéré à l'hôpital Mignot. Je devais signer une décharge comme quoi je porte pas de plainte. Parce que c'est un milieu si on porte pas plainte, forcément. Alors que même la détention, ils avaient dit c'est inadmissible. Le mec, il se fait éclater en promenade. On est obligé de l'opérer, l'envoyer à Mignot dans les beaux hôpitaux. Et il devait même pas prendre de dommages à intérêt de ça. Donc, il veut les planter en promenade. Donc le cerveau il tourne pas rond, c'est de la violence pure, c'est de la surenchère de la violence. Donc je me retrouve à Nanterre en transfert disciplinaire. Mais Nanterre, ça se passe bien. J'ai beaucoup moins de rapports d'incidents que Bois d'Arcy, à l'école, il y a une petite salle d'activité. Nanterre, c'est le Club Med à côté de Bois d'Arcy. Alors quand tu sors, le programme, qu'est-ce que tu programme, tu rentres à Dreux? Bah oui, je rentre à Dreux parce que déjà... la famille c'est pas à moi de déménager, c'est aux autres qui ont fait des bêtises ou qui sont à plusieurs seuls contre un. Et je préfère de loin être seul contre tous que l'inverse.
J'ai jamais été comme ça. C'est ce qui va me donner une ligne de conduite, même par rapport à la suite. Et du fait, je rentre à Dreux. J'ai envie, en vrai, de un petit boulot. Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que t'as pas de bagage de diplôme, t'as pas de bagage éducatif. Tu as été avec les plus grands fauves de la région parisienne du 78 jusqu'au bout du 77, en passant par le 94, le 93 et le 95. Et c'est compliqué. Alors, un peu de bédo, un peu de toshi. Et en vrai, je vais faire un carjacking pour prendre une voiture pour des gens un peu plus grands qui ont besoin de ce modèle-là pour une petite ouvreuse discrète, pas très cher payée, hein, c'est 1000 pétards. Mais quand tu sors de détention, que t'as pas un rond et que pour être franc, t'as vu, l'ego il prend un coup parce que c'est ta grande frangine qui t'achète ta paire de baskets quand tu sors de détention. Tu dis, bah là, m'a acheté une paire de baskets, mais il faut au moins que je lui rende un peu de sous. Un peu de sous, un écran plat ou un cadeau, quoi. Du coup, je vais faire un carjacking où je suis presque en train de livrer la voiture. C'est un faux pétard à gaz, là, en métal chromé, mais qui ferait pas de mal à une mouche. Je reprends 10 mois de prison, et sur les 10 mois, c'est là que je vais rencontrer une amitié de chiffon, une amitié de prison qui va limite m'enlever la vie. Mais en gros, tu sais, tu sors à 20 ans, tu as envie de vendre un peu de touchy, payer un coup à ta gonzesse, un petit resto, rattraper le temps perdu. Tu rattraperas jamais en vrai, parce que l'adolescence, c'est le moment où on se forge, où on se dessine un avenir. Et quand tu as été enfermé avec les plus gros criminels de France et de Navarre, ou des Corses, ou où t'es au mitard au D4 et qu'il y a les mecs du C4 qui, quand ils foutent le bordel, les Basques, on te les fout avec toi au mitard à côté. T'as pas évolué dans le même milieu qu'un gamin de lambda. On va se dire les choses. Mais en gros, c'est un mec avec qui, parce qu'avant, comme c'était une petite maison d'arrêt Chartres, il y avait une cellule qu'ils appelaient la cellule libérable, où les mecs qui sortaient dans 10-15 jours, ils les foutaient là-dedans. Du coup, moi, il y a un mec qui vient de ma même ville, fameux Kader, et en gros, il est là pour des fautes de permis, donc c'est pas un truc très affriolant. Et il se fait, en tout cas dès le début, passer pour un vendeur de voitures, mais ce qui n'est pas. C'est un petit escroc de quartier qui veut rouler sa bosse et prendre l'argent là où il peut le prendre et prendre la poudre d'escampette. Moi, je le sais pas encore, mais je vais vite le savoir parce qu'en gros, on va boire un coup à Chartres. Et en gros, il va me dire, tu connais pas une gonzesse ou deux, on va boire un coup avec eux, non. Et on va aller boire un coup à Orléans, parce que nous, quand on sort, c'est soit Paris, 78 proches, ou soit Chartres, Orléans, c'est la région, quoi, la région centre. Et du coup, il va escroquer la mauvaise personne, parce qu'en même temps, il va pas me respecter, quoi. Parce que on va boire un coup, on va faire un petit resto le soir, mais quand tu me dis que tu vends des voitures depuis la détention, c'est en fait pour faire des faux chèques sans provision, les poser un peu à droite à gauche, récupérer les sous et casser sa puce, quoi. C'est pas très chevaleresque. Quand mon ami va m'appeler, elle va me dire quand je t'appelle avec un autre numéro, parce que ton copain il a cassé sa puce et c'est enculé. Il m'a un peu mis interdiction bancaire. Bah là, c'est pas très beau, c'est pas très chevaleresque, quoi. Et je veux dire, t'inquiète pas, t'as vu, j'ai rien à voir avec ça. Sauf que c'est moi qui ai la cause. C'est moi qui te l'ai présenté. C'est moi qui te l'ai présenté. Je culpabilise, on va être franc. Et je vais lui casser la gueule dans son quartier, mais moi j'ai la vingtaine, lui il a déjà la trentaine bien passée. Et puis il va pas me payer, ou la payer elle, comme je lui donne le numéro de la personne. Bah, il va vouloir me payer un plomb, quoi. Bon, lui, tu lui pètes la gueule. Je lui pète la gueule dans son quartier, au lieu de te devant ses rembourser, copains. voilà, devant ses potes. Je lui dis, va là-bas, Orléans. Moi, je travaillais, je faisais un petit truc, parce qu'après l'histoire de carjacking, j'ai voulu quand même un peu... Calmer le jeu. On vend un peu de bédo, on vend 2-3 plaquettes le week-end, mais en vrai, c'est pour aller boire un coup à Chartres ou
ou dans le 78 ou sur Paris, quoi. Ouais, tu travailles à côté. Et je travaille, j'ai un petit SMIC, je suis à Conforama, je me rase tous les jours, je mets ma petite chemise, mon petit pince, et je vends des écrans plats, des home cinéma, et ça me convient, quoi. Donc du coup, il fait pas. Mais il rembourse rien. Il rembourse rien, donc je comprends quand je vais dans son quartier que le truc, il l'avait déjà mis en place depuis la détention. Je lui mets le grappin dessus et je lui dis là, je te lâche pas. Avant de partir demain matin, moi, au boulot à Conforama, T'as casqué. tu vas casquer, tu vas aller chercher ta sœur, ta père, ta tante, Tu te démerdes. tu te démerdes, tu prends les fonds nécessaires. On va à Orléans, il y en a pour 1h15 aller, 1h15 retour. Ce soir à 19h, je suis chez moi. Je mange mes petites lentilles ou mon petit couscous et je vais travailler demain. Le mec, il va dans un immeuble pas loin de chez lui chercher des clés, soi-disant. En vrai, j'ai su après qu'il cherchait un 1143 pour faire son labeur, mais il avait qu'un 635. Pas très viril comme arme de poing, mais ça tue, c'est létal. Oui, j'allais te le dire quand même. Et en fait, dans la voiture, moi, je lui mets 2-3 mandales aussi. Je lui dis, par contre, ce que j'aime pas chez toi, c'est que tu te faisais passer pour un vendeur de voitures. Déjà, ta carotte, tu l'as préparée. Et puis en détention, quand même, c'est la promiscuité, c'est l'intimité. Tu partages ton paquet de clopes avec le mec, tu partages ta bouffe avec le mec. Pour moi, c'est hors du commun que le mec, t'as partagé ta gamelle avec lui. C'est quand même des valeurs de partage qui sont humaines. Mais de fait d'être comme ça, depuis le début, avoir l'intention de carottage et qu'aujourd'hui, c'est devenu, comme tu peux le constater malheureusement, quand on en a parlé en off avec cet enculé de la mouche, j'ai le droit de dire l'enculé parce que tu sais ce qu'il a fait, et tu sais pourquoi j'ai le droit de le dire, mais c'est devenu la norme. Les mecs, c'est comme ça, il n'y a plus de tu prends à tel prix et tu vends à tel prix et tu prends la marge. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la beurrette, hein, pour être franc. Du coup, moi, je suis dans la voiture, je lui dis, écoute, en vrai, ton histoire de vente de voiture, en plus, c'est pas... Le mec, il est là pour défaut de permis. Il serait là pour escroquerie ou quoi. Ouais, t'as pas... J'aurais fait le rapprochement, j'aurais senti la patate. arrivée. Et je lui dis, mais en vrai, c'est pas bien de fou ce que t'as fait. Je lui mets des mandales. Je sais pas qu'il a un 635 sur lui. Et il me dit, vas-y, sors de la voiture, on va se friter. Lui, il était bien maigrichon, bien con et bien déterminé parce qu'il savait ce qu'il avait dans la poche. Et je me suis jamais dit que le mec... Calibre, Voilà, c'est la différence entre l'ancien milieu et le nouveau pseudo-milieu. C'est qu'avant, c'était celui-là qui carottait, qui se faisait allumer. Aujourd'hui, le mec met une balle dans la tête et il prend les valises et puis... Donc, il te tire 3 fois dessus, le mec? 4 fois, il y en a une, elle est rentrée dans le biceps, elle est sortie du triceps. Et il me tire dessus et à chaud, je sens rien. Parce qu'alors, attends, il t'est tiré dessus quoi? À bout portant, d'un seul À coup, bout tu sors de la portant, voiture, il t'a allumé à direct? 2,5 m de moi, 2,50 m, vraiment un bout portant. Et il me braque. Et je le regarde, je lui dis, mais tu crois que je vais me sauver ou Ouais. T'es un grand malade. Je lui dis, j'étais pas très musulman et pas très catholique, mais je lui dis la profession de foi. Et je lui dis, t'as pas les couilles, vas-y. Donc, de fois, il a appuyé. Ne jamais dire à un mec, t'as pas les couilles de tirer, faut éviter. Évite ce truc. Mais sur le coup, à chaud, c'est tellement énervant, Ouais, ça fait 2 mois, je lui cours après parce qu'il est chiant, et puis il se cache, et puis il joue à cache-cache, qu'en vrai, je lui dis, vas-y, je tourne sur moi-même, il me tire dessus dans le ventre, dans le bras, ça sort, ça rentre là, dans le dos, collé à la colonne vertébrale, dans le ventre, pancréas, machin, estomac, intestin perforé, foie même perforé. Le médecin qui partait à la retraite, il m'a dit, ouais, 4 balles. Et j'en ai 3 là. Donc, t'as un prune quoi, là, derrière J'ai un pruneau là, derrière la tête. Ouais. Elle est dans la boîte crânienne, elle n'est pas dans le cerveau. Hein. Sinon, j'aurais moins de jugeote que j'ai aujourd'hui, tu t'imagines. T'aurais du mal à m'expliquer l'histoire, ouais. Ah ouais, j'aurais du mal. Mais en gros, quand je sens que c'est vraiment une arme létale, pour être franc, c'est la balle dans la tête. C'est la lumière, elle s'éteint, elle s'allume. Ah, oui. Elle s'éteint et elle s'allume. C'est pour ça qu'on dit je t'éteins et je t'allume. Je vois un grand pire xénon qu'il y a là actuellement sur nous, un spot braqué sur moi. Je vois blanc, un flash vraiment incroyable. J'entends plus rien, j'ai plus l'impression d'entendre ce qui se passe autour de moi. Et quand je me retourne vers lui, l'arme a fait clic, clic, clic dans le vide. Donc je comprends qu'il a vidé le chargeur et que je suis encore là. Et je sais même pas pourquoi, je peux pas te le dire que c'est la violence dans laquelle j'ai grandi entre 15 et 20 ans, ou l'instinct de survie, ou je sais pas, et je lui éclate la gueule et... Ah, tu l'as tabassé derrière avec les il me 4 tire bastos? dessus,
avec casse bastos, je lui explose la gueule. Et j'appelle un ami avec qui j'étais parti pour déjà qu'il paye son dû, à qui il devait, en S3 de nuit bien sombre. On ne l'avait pas trouvé. On était devant chez lui avec des machins. Et en gros, je lui dis, t'as vu le mec qu'on attendait devant chez lui l'autre fois qu'on a failli monter Dans le coffre. dans le coffre. Il Il vient de me tirer dessus. Je suis en train de... Mon t-shirt, c'est le drapeau du Japon. Je fais ça derrière ma tête, ma main, elle est ensanglantée. Et je lui dis, c'est un très très grand ami à moi de Ifarge, Trapp. Il me dit, mais t'es un fou ce que tu me racontes. Soit t'es schizophrène, t'as fumé Ouais. le mauvais... Ouais, T'as t'as fumé un le truc mauvais- trop fort, là. T'as fumé un truc trop fort, t'as pété les plombs. Ou soit venant de toi, mais il me connaît depuis les assises mineures à Bois d'Arcy, donc il sait Ouais. que je dis la vérité. Et je lui dis, bah, si je meurs, m'oublie pas, si je mérite, venge-moi. Et si je survis, viens me voir à l'hôpital avec la S3 et on ira le chercher avec la perfusion sur Sur le toit. sur le toit, quoi. Et le mec, d'un coup, il comprend qu'il a tiré sur un peu la mauvaise personne qui a la mauvaise trajectoire. Et il me ramène à l'hôpital. Ah oui, là, il s'est quand même dit bon. Bah là, Ah. il a vu que Hmm. c'était pas du 635 qu'il fallait prendre. Il me dépose aux urgences, mais pile devant l'urgence. Et il me dit, t'inquiète pas, je vais donner les sous. T'es con, t'aurais dû commencer par ça, poteau. Bah si t'aurais commencé par ça, on serait pas en arrivé là. Mais là, Ouais. je veux plus les sous, je veux ta Ouais. pomme d'Adam, je veux te l'arracher. Du coup, moi, j'arrive aux urgences. Il y a une dame super sympa qui est dans ses petits papiers aux urgences. Elle me voit, tache de sang là, la main ensanglantée, tout ça. Et je lui dis, madame, je crois que j'ai... Je lui dis même pas, j'ai des balles dans... Tu sais, le mec, ça, faut qu'il veut pas affoler la troupe. Je crois que j'ai des balles dans le corps. Donc, elle croit que je sors de psychiatrie, parce que la psychiatrie, pas loin des... Ouais, il dit c'est un ouf. Elle dit, c'est un grand ouf. Et en vrai, là, l'hémorragie interne, elle est déjà bien entamée. La balle dans la tête, elle m'a... Puis le matin, j'étais en train de fumer des chichons avec mon ami d'enfance. Et en vrai, elle me ramène un brancard. Je m'étale dessus, bien fatigué, bah, à la limite de la mort. Moi, le petit tunnel... Lumineux. lumineux, je l'ai vu. Hein. Et Ouais. même l'esprit qui se... 360 degrés où tu vois... La décorporation, la que tu te vois, là. décorporation du truc, de l'âme qui se déchire du corps, c'est incroyable, je l'ai vu. Le médecin qui m'a opéré, il partait à la retraite, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Il m'a dit, t'es un mec, t'es cliniquement mort. Et c'est pas une histoire parce que le calibre 635, c'est peut-être un petit calibre, mais ça rebondit. Dire ça tape intestin, foie, perfo. Bon, celle-là dans la boîte crânienne m'appelait grosse tête. J'étais au général pour les bonnes raisons que tu connais, mais en vrai, elle traverse la boîte crânienne, force centrifuge, elle t'explose la cervelle, la balle. Et du coup, je me réveille, je comprends même pas ce que je fais là. J'ai le ventre agrafé, j'ai un drain, un tuyau qui me traverse tout le bide et qui me sort par là pour l'hémorragie et le pus interne. Mais je suis un miraculé en vrai. Il me dit, mais monsieur, vous savez d'où vous venez là? Il me dit, mais cliniquement, t'es mort. Le mec, il a la 70aine d'années et je vais pas être un patient comme les autres, quoi. Parce que déjà, je veux pas dire ce qui m'a amené là. Je veux pas dire qui a fait ça. Je veux que mon copain de la S3 noire sombre, il revient et qu'on aille terminer le boulot qui a pas été fini, quoi. Parce que c'est inadmissible, en vrai. Comme le mec, il a pas été très fut-fut, il m'a ramené aux urgences, il va pas se faire attraper dans pas longtemps. Et malgré mes recherches avec Ta perf au-dessus la de la perf tête. au-dessus de la tête dans la S3 sombre, non, je vais pas le récupérer. Ouais, il va faire 5 ans de prison et puis il va en prendre 10. Et du coup, moi, quand je sors de détention, d'hôpital, puisque c'est un peu de la détention, Ouais, l'hôpital ouais. que je vais faire. T'as resté combien de temps? Je suis resté quelques mois à l'hôpital et quand je vais sortir de l'hôpital définitivement, je vais retourner à Confo, mais j'ai perdu 20-30 kilos. Ah non, monsieur,
on va pas vous donner suite à votre contrat parce que bah, malheureusement, ça a été médiatisé et puis ton casier de confo, il a été retourné par le SRPJ d'Orléans. Et en vrai, je vais plonger dans une violence beaucoup plus grande que celle où j'étais déjà. Et en vrai, c'est pas France Victime qui t'ouvre les bras quand tu sors de l'hôpital dans ces circonstances-là. C'est que le quartier du Lièvre d'Or où j'habite, il est pile en face de l'hôpital et c'est tous mes copains marocains qui me tendent les bras. Mais attends, t'es vivant, toi. Et sur le point de deal, bah viens, pose-toi, raconte l'histoire, parce que même nous, on n'a pas compris. Tu te fais tirer dessus par le mec, tu casses la gueule au mec, le mec, il te ramène à l'hôpital. Faudrait que tu nous fasses comprendre. Du coup, avec un petit bédo, on en parle, et puis à la fin, bah, s'il y a du boulot pour personne, bah, pour toi, il y en aura au moins. Du coup, je travaille dans le point de deal du quartier. Et puis après, très vite, parce que moi, je suis très indépendant, j'aime pas dépendre des autres, j'aime pas les ordres, j'aime pas être le sous-fifre. Je préfère être en haut de la fiche qu'en bas. Et en vrai, quand je vais boire en ville mon coca fraise ou mon whisky le soir avec des barrettes, je vais plus vendre de shit en ville qu'au quartier. Donc, transfert au mercato, je vais vendre à Marseille, vendre dans les centres-villes, bah pourquoi pas à Dreux, quoi. Du coup, j'ouvre mon point de deal au centre-ville de Dreux, entre le bar d'Orléans, le parc du coin et la préfecture, pas très loin, que le sous-préfet va pas être très content de notre présence. Et du coup, je vends plus de barrettes au quartier et puis les gens qui se sont fait un peu escroquer des fois qu'ils achètent du plâtre au lieu de la coke et du carambar à la place de leur barrette, bah ils savent que toi, tu vas pas les arnaquer, t'es au centre-ville, t'es en règle. Du coup, je ramène tout le monde. Le petit bobo qui veut pas aller dans le quartier dangereux, l'avocat qui a un cabinet pas très loin, qui se torche la gueule le week-end et qui a besoin d'un petit rail de coke pour entamer le boulot le lundi, la rue Parisie, sans dire de nom. Et tu te sociabilises par la vente de stupéfiants. Au lieu de vendre de 400 grammes, de 200 grammes, 300 grammes qui t'appartiennent même pas. Pour 100 € la journée, bah, toi, c'est tout dans ta poche et c'est toi qui mets un peu tout le monde au garde à vous, quoi. Parce que là, je vends même plus pour manger ou nanana. C'est là, je dois régler un mec et me faire bronzer les nougats à l'étranger. Donc il faut un gros pactole. Il faut pas quelques milliers d'euros là. Faut le régler si on peut devant la détention de Châteaudun ou quand il sortira un œil, on fera un baltrap de bico. C'est pas un problème ça. Le mec qui te vole, il t'escroque, il tire dessus. Il dit je vais te payer. De toute façon j'ai pas réussi à te tuer, je suis obligé de te payer. Et du coup je vais rentrer dans ça. Je vais être le gérant, le proprio du four et c'est un four atypique, quoi. Tu peux avoir de la bœuf, du shit, de la coco. On s'adapte à la demande. À la base, c'est que du shit, mais on s'adapte. Ça va durer combien de temps, ça ? Ça va durer quelques années et c'est ma maman, par détermination que je peux faire autre chose dans ma vie, qui va me faire sortir de ce milieu-là parce que ma mère, elle a jamais déjà été soudoyée. Elle accepte pas les pots de vin. Même venant de moi, elle déteste mon argent parce qu'elle se dit « Attends, mon gamin, il a 15 ans. Tu as un mec, il se fait tirer dessus. Argent, il tue à 15 ans. Deal. » Et je fais son panier à linge. Tu trouves des armes de poing. Moi, je vais pas m'inventer une vie. J'ai jamais eu de calache. J'ai un terrain de bédo en ville. 9 mm, 357, ça suffit. Mais elle en a marre de trouver des armes de poing. C'est pas sa vie, une maman. Elle trouve des armes de poing chez elle, au sein de son foyer, des sommes d'argent astronomique en moutarde, en billet violet. Alors elle accepte pas. Pour donner un billet, la participation familiale, je passe par ma frangine parce que elle travaille. Un jour, ma mère elle va me dire écoute, je vais faire un truc avec toi. Tes armes à feu, ton shit, j'en veux plus à la maison. La prochaine fois que je trouve une arme, je vais le donner à la police. Mais moi, je la croyais pas. Je dis ça sort de ma mère, jamais de sa vie, elle allait au comico. Ah, je trouve un calibre 12 dans les affaires à mon gamin. Et ma mère, un jour, elle me téléphone, elle me dit bah t'as gagné. Je l'ai trouvé, là, ton machin, là, avec ton sac plastique. Je vais tout donner à la police. D'ailleurs, ils arrivent. Moi, je la crois pas. Tu dis, ouais, mythone. Jamais de la vie. Je suis dans une cache avec des mecs.
Je prends une cylindrée qui est devant le parking et j'arrive chez moi et ma mère, elle est enfermée dans sa chambre avec le calibre 12 pour pas que cette arme-là, elle se Ouais, elle retrouve serve, dans un ouais. pièce à conviction. Mais en gros, je lui en veux, je lui en veux pas Bon, c'est sûr qu'en en comparution immédiate, là, j'en veux un peu à ma maman. Ah, t'as C'est un pris peu quoi? chaud de le dire au co-détenu. Je dis pas à ma mère, Ma mère m'a balancé. Ah, mais c'est une brave mère, hein. Bah oui, bah, Bah elle a oui, bien fait, mais bon. elle a bien fait parce qu'elle m'a sauvé la vie. Alors, t'as pris quoi, là, pour cette histoire? Je prends 1 an, je prends pas beaucoup, mais les 6 premiers mois, je parle pas à ma mère. Je parle pas à ma mère parce que je lui en veux, même au niveau intrafamilial, c'est un bordel incroyable parce que même mes frangines, les pauvres, ils comprennent pas. Attends, t'as envoyé le frangin au placard, donc c'est compliqué. Mais moi, je lui tire mon chapeau Ouais, du courage qu'elle a du eu de... courage qu'elle a eu. Et en vrai, moi, j'ai rien à voir avec la religion dans ce moment-là de ma vie. Je suis dans un. Parlez-moi pas de Ramadan en détention et toute l'année, vous vendez du teuteux et vous fumez du shit. Et pour peu qu'il y en a qui prennent de la coke dans leur cellule en cachette. Moi, je fais pas le Ramadan, même en détention. Et en fait, avant qu'ils ferment la détention de maison d'arrêt de Chartres, bah, nous, on se fait jeter les colis. On n'a même pas besoin de parloir parce qu'on se fait jeter les parachutes. Tous les jours, bah, des plaquettes, du shit, de l'alcool quand on veut boire un coup, quand il fait chaud, on boit un coup. Et un jour, le gradé va me dire j'en ai marre de toi. Toi, t'es la grosse tête du bâtiment F. J'en ai marre, les mecs de Dreux, tous les jours fouillent. Et c'est chiant, c'est humiliant de se faire fouiller tous les jours. Le surveillant, attends, arrête de te mettre à poil tous les jours. Déjà, je baisse plus le caleçon. Parce qu'il est chargé en plus, du teuteux, un téléphone LG. Et un jour, j'avais un peu une grande gueule à ce moment-là de ma vie. C'est que je dis au gradé, t'as vu, là on se fait jeter du shit, des plaquettes, de l'alcool, mais t'as vu, tu me parles de fouille tous les jours, tu me retournes ma cellule tous les jours. On peut se faire jeter un calibre et tu vas plus me parler de la même manière, tu vas plus me fouiller ma cellule. Donc lui, s'est fait le film. Le mec, il est là pour port d'armes, il a 3 balles dans le corps. On va pas le garder longtemps. Du coup, il me convoque dans son bureau, il me dit je t'ai pas convoqué pour le Pakistanais que t'as éclaté dans la promenade. J'en ai rien à foutre de ça. Tu me menaces de faire entrer des armes à feu dans ma détention. Lundi matin, tu pars en transfert disciplinaire à Tours. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Je dis attends, à Tours, là-bas il n'y a pas de colis, faut déjà préparer un parloir avec une belle gonzesse. Et en vrai, concrètement, j'arrive à Tours le matin, les mecs de Dreux ont la référence, je vais exploser un surveillant à cause d'un 12 grammes qu'il a pris sur ma table. Et ils ont laissé le téléphone bien pendu qui charge avec le câble USB, alors qu'ils se voient plus le téléphone qui charge que le 12 grammes sur la table cachée pour fumer le bédo du matin avec le café. Déjà, ça sentait la commission rogatoire que j'avais un téléphone qui méritait de rester dans mes mains, bien bizarrement. Et du coup, le surveillant, je lui dis ramène le 12 grammes dans le bureau du gradé, sinon je vais t'éclater. Il me dit t'as complètement pété les plombs, je peux pas faire ça, on l'a déjà pesé. Tu vas aller au mitard, quand tu vas arriver à Tours, t'as ton rapport d'incident qui est prêt. Et je lui explose la gueule, il va pas vouloir me ramener mon 12 grammes. Et en fin de compte, je dis mais c'est bizarre, il m'a pas parlé du téléphone qui charge. Ma cellule, elle est déjà ouverte, je cours, je prends mon téléphone, le câble USB, un élastique, je mets tout derrière les bijoux de famille et je prends une casserole, une poêle et j'attends l'intervention. Du coup, ils viennent un peu avec de la diplomatie, ils me disent non, arrête, tu vas pas nous casser la gueule encore, t'en as déjà cassé un. Tu vas en transfert disciplinaire, tranquille, je récupère un peu de teuteux qu'ils n'avaient pas trouvé devant leurs yeux et puis je pars en transfert disciplinaire. Du coup, c'est très violent comme détention et comme... elle va fermer à cause de nous, cette détention-là, parce que quand le gradé, tu lui dis que j'ai reçu une plaquette hier, mais demain, je peux recevoir un Là, ils ont fermé la 9 mm. Ils ont fermé la prison. Non, ils ont fermé. Il y a des témoins encore vivants qui sont très, très au courant, parfois même en cavale au Maroc, de cette histoire. Et en vrai, ils vont fermer, et puis c'est pas plus mal, parce qu'il n'y a pas de sécurité, quoi. À partir du moment où tu peux ramener un calibre en plein milieu de la promenade, c'est que la détention, elle n'est pas terrible. Et je vais arriver à Tours. Et Tours, très bien, il y a un aumônier, il y a un aumônier musulman, il y a des aumôniers de toutes les religions. Et moi, je vais jamais être pour casser la gueule au petit français BCBG parce qu'il a fait un vol de voiture pour aller boire un coup avec Valérie en boîte de nuit. Et je vais me prendre d'amitié avec un mec qui s'appelle Thomas.
qui va devenir mon meilleur pote dans la détention. Je sais pas pourquoi, des fois, il y a des gens qui te rentrent dans le cœur parce qu'ils sont francs, parce qu'ils sont humains, parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils s'inventent pas de vie. Il me dit, si tu serais pas en promenade avec moi, ça serait dur pour moi la promenade avec les zigotos là. J'ai dit, moi, tu fumes ton bédo, tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Et les surveillants, ils te respectent parce qu'ils savent que tu viens de transfert disciplinaire, t'as éclaté un compère à eux. Du coup, même si tu fais un parloir un peu libertin, un peu compliqué, et que tu fais presque un bébé par lui, bah, il te laisse, t'as vu. Tant que tu es respectueux avec le personnel, ça passe parce que j'insulte pas les surveillants du matin au soir. Quand les mecs, ils restent une plombe à la douche au lieu de prendre leur douche et de penser aux autres, on t'appelle pour vider la douche et que ça tourne. Donc, ils se servent des gens comme nous, un peu respectueux, un peu dans la diplomatie virile et un peu atypique, quoi. Donc là, alors tu vas rester combien de temps à Tours là? Je vais rester 1 an, je vais faire ma peine plein. Et en vrai, ce mec-là, Thomas, un jour, il va descendre en promenade. Il va me dire, non, moi c'est bon, j'ai arrêté le bédo. Je dis, pourquoi? Il me dit, ah non, j'ai repris la prière. Et on n'avait jamais parlé de religion, moi. Je dis, mais prière de quoi? T'es catho, tu fais la prière au chevet du lit ou avec le tapis ou tu mets la kippa, peu importe. Moi, je n'ai jamais parlé de religion avec ce mec-là. Et il me dit, non, je suis converti, tu devrais t'investir, écris un mot pour le culte musulman à la directrice, ça va demander au gradé. J'écris même pas de mots. Moi, je fume du bédo, j'écoute la crime et Gims dans ma cellule. Moi, je vais pas à la mosquée le vendredi. Et je vais pas faire ce qu'il m'a demandé de faire. Il me dit, mais si, tu sais, ça te ferait du bien. Et puis, tu fais de la muscule toute la semaine, tout le mois. Au moins, le vendredi, on se repose un peu. Tu prends une douche supplémentaire. Mais je dis, moi, je prends une douche même le dimanche, même le jour férié, quand le surveillant, il est fatigué. Que je m'en fous, moi, de gratter une douche supplémentaire le vendredi avec toi et les barbus ou pas les barbus. Du coup, je fais même pas le mot à la directrice, pour être franc, ce que je dis dans le livre. Et c'est très structuré maintenant, hiérarchisé à cause notamment de l'extrémisme et de la radicalisation. C'est-à-dire que la directrice, elle demande à ses gradés, est-ce qu'il a un potentiel de radicalisation ou pas? Et moi, rien. Alors, il y a un surveillant qui nous aime bien, qui s'appelle Monsieur Prop, à qui je fais un bisou, parce qu'il va me servir à changer de vie aussi, involontairement. Il vient avec ce mec-là, Thomas, j'ai pas fait de mot ni au gradé, ni au directeur. Il me dit, tu veux pas te repentir au lieu de fumer des joints et de niquer des gonzesses au parlu? Je suis en train de fumer mon bédo, je suis avec un co-détenu qui finira youtubeur. Et il me dit, je lui dis, mais il faut que je prenne une douche. Je suis dégueulasse. Pas dégueulasse parce que je prends ma douche tous les jours, mais je veux dire par là que la veille, peut-être j'étais au parloir ou le lendemain, j'ai parloir sexuel qui est prévu. Donc voilà quoi, faut prendre une douche. Et puis je prends une douche, j'arrive, et vraiment, un imam, un bon imam pour être franc. Mieux que les mauvais imams avec qui je vais faire la bagarre depuis 5 ans. Je lui raconte toute ma vie, toute ma psychologie. Et toute la schizophrénie qu'elle comporte. Parce que maintenant, j'étudie la psychologie. Pas du Freud avec près de la braguette, mais du Carl Gustav Jung. La synchronicité de ce qui nous arrive dans la vie, des trucs vraiment plus complexes et bien beaucoup plus Hollywood. Et il me dit, mais ta maman, c'est une génie. Je lui dis, ma maman, elle a appelé les policiers, elle leur a donné un 12 mm avec un sac d'Ebrenek. Et il me dit, ta mère, c'est une génie, ta mère. Parce qu'elle n'a pas voulu que tu recommettes un homicide et que tu sois dans le même milieu que tu es depuis ton enfance en plus. Mais il me dit, par contre, j'ai une question à te poser pour être plus franc et plus religieux. Tu as tué quelqu'un à 15 ans. Tu veux pas que le bon Dieu te pardonne? Si. Et le mec qui a essayé de te tuer, pourquoi tu le pardonnes pas? Inconcevable à ce moment-là de ma vie. Si tu pardonnes celui qui a essayé de te tuer, tu trouves pas que le bon Dieu, il sera plus à même à te pardonner celui-là que tu as vraiment tué? Et là, il me met en face de ma contradiction. Schizophrénique de fumeur de Toshi, qui a un terrain de bédo à Dreux. Et en gros, ce mec-là, je vais complètement adhérer à la rationalité religieuse qu'il me propose. Mais je lui dis, il y a une question qui me taraude l'esprit maintenant. Pourquoi tu viens nous voir, nous, des mecs comme nous, et que tu fais pas ton vendredi à la maison, à la mosquée du coin, avec le couscous qui t'attend, bien chaud? Il me dit, tu sais lire? Je lui dis, ouais, je sais lire, mais pas en arabe. Il me donne des livres en français. Et il me dit, on croit qu'on a un prophète qui est illettré et qui est le meilleur des hommes. Donc si tu sais lire en français, pourquoi tu t'aurais pas une bonne partie en toi? Et petit à petit, je vais arrêter bédo, je vais arrêter de fumer et je vais sortir. Déjà, il m'a dit,
Il m'a dit, t'as un téléphone comme tout le monde en détention. Je te dis la vérité, bah ouais. Il me dit, renoue contact avec ta maman. Et je rentre en cellule, j'appelle ma mère, je dis, en vrai, t'as raison. T'as donné une arme à feu à la police. T'es bien plus glorieuse qu'une mère qui va se réjouir que son fils il est calibré et qui fait peur à toute la ville. Et je vais sortir de détention. Je vais échapper à une rafle parce que c'est dur de sortir du milieu des gros sous et des valises et des milliers d'euros. Et en vrai, il m'arrive un truc. J'ai mon copain de longue date qui se fait attraper pour trafic d'héros et moi j'ai 5 valises à la maison que j'ai pris pour faire mon dernier coup. Comme le Blo dans... T'as vu Blo dans le... qui veut faire le dernier coup pour sauver sa gamine. Toujours le dernier coup. Toujours le dernier coup, le dernier verre de l'alcoolique. Et le mec, il va dire non, je suis en commission rogatoire. Le mec, il est sorti de détention il n'y a pas longtemps. Il n'a rien à voir dans ma commission. Laissez-les sortir. On est avec une gonzesse. On fait 24 heures de garde à vue, moi et la gonzesse. On sort le lendemain. Les condés, ils m'ont attrapé avec une plaquette de shit sur moi. Ils sont même pas venus chercher chez moi les 5 valises qui dormaient devant le KGB à maman. C'est quand même fou. Parce que normalement, pour un 12, 12 grammes, ils viennent à la maison. Il y a peut-être un du kilo. Papier en plus. Et de l'argent, des papiers et des trucs. Du coup, moi, je suis en garde à vue, je dis, c'est pas possible, il n'y a que le bon Dieu qui peut faire en sorte que les condés, ils viennent pas chez moi. Au minimum, ils appellent la brigade de stup des Dreux. Ouais, pour aller voir. Pour aller voir à la maison, voir. Tu te dis, c'est un mais signe. vu le truc un peu hardcore que j'ai comme train de vie, ils viennent pas. Ils viennent pas et je vais donner à mon ami, à qui je rends hommage, qui est la victime, première victime de la mouche. Je vais mettre dans sa 3 litres de V6 les 4-5 valises et je vais dire à mon ami Ouli, je paie à son âme, les gars, moi je décroche et je vais me barrer. Parce que en vrai, je voulais changer de pays pour changer aussi de vie. Tu peux pas changer de vie si je reste dans le même quartier, les mêmes connaissances, les mêmes CV, les mêmes curriculum vitae, les mêmes employeurs. C'est pas possible. Opération du Saint-Esprit, je sais même pas comment, la police vient pas. Je sauve ce qu'il y a à sauver, 5 valises, ça fait 3 fois 5, 15, c'est 157 kilos de 300 000, ça chiffre. Ça fait alors dur les quand valises, on n'a pas les valises marocaines, hein, évidemment, c'est 30 kilos de teuteux par valise, c'est pas des valises pour aller à l'aéroport. Voilà. Et en vrai, ça fait quand même une grosse perte. Si tu viens de sortir de détention, que tu perds 300 000 euros, c'est compliqué. Hein. Parce que ça fait une sacrée même somme si on a d'argent. des bons tarots à Dreux, c'est un peu le Rungis du cannabis, parce que il y a quelques grossistes dont on ne citera pas les noms. On ne citera pas les noms, mais des fois, c'est des 2 porteuses et une ouvreuse et une fermeuse. Et la fermeuse, c'est elle qui est enfourrée comme un porte-avions et puis il faut sécuriser le truc. Donc en vrai, c'est l'époque de flamboyant de Dreux où ça coûte pas très cher. Et même les mecs de Paris, des fois, ils font leurs courses à Dreux au lieu d'aller jusqu'en Espagne. Le prix est le même et les risques sont pas les mêmes. Et en vrai, je dis quoi ? Je dis bon, pour étant fervent gaulliste, mon père il m'a dit faut respecter le général de Gaulle, il a donné l'indépendance aux Algériens. Apparemment, on le juge comme plus algérien que français. Et va en Algérie. Et en vrai, je vais aller en Algérie habiter en disant un peu au revoir à tous ceux qui je tiens et pour qui je tiens. Et je vais aller m'installer en Algérie pour changer de vie avec plein d'espoir et plein de bonnes choses. Et j'ai fait des bonnes choses. Hein. J'ai côtoyé les apiculteurs. J'ai pas fait d'apiculture, mais j'ai été un acheteur, un grossiste chez les apiculteurs. J'ai fait de la restauration, j'ai fait des trucs. Et puis je vais tomber dans un piège dont même le plus grand scénario de Netflix n'aurait même pas, je crois, soupçonné. Quoi. Je vais m'installer en Algérie, du côté de Tlemcen, la ville à Patrick Bruel. J'ouvre une supérette avec un cousin, ça va un peu se passer mal parce que bon, t'es le cousin qui vient de France, t'as pas besoin d'être rémunéré et lui, il a le droit. Ça me fait chier, puis t'as vu faire des snacks, le gros stéréotype du mec qui s'est rangé dans la religion, qui a laissé un pousser la barbe et qui fait des tacos, ça va 5 minutes. Quoi. Donc je fais de l'import. J'importe du parfum français parce qu'on est quand même numéro 1 dans le parfum. Hein. Puis je vais me marier, je vais me remarier de toute façon. Mais j'étais polygame avant le mariage, avant l'islam. J'ai pas attendu d'être musulman pour me marier plusieurs fois. Mais malheureusement, je vais pas me marier avec la bonne personne et le bon membre de sa famille. Je vais me marier avec une franco-tunisienne religieusement et au niveau
au niveau tribunaux, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ça protège les droits de l'enfant s'il y a enfant, il y a, et droits de la femme et droits de l'homme. Et en gros, à travers un voyage où sa famille va aller en Tunisie, du côté de Sousse, je vais me rendre compte qu'il y a un membre de sa famille qui est pas catholique, ni pratiquant, ni vraiment musulman, qui est plus pro Daesh et compagnie. Et j'ai jamais, au plus grand jamais, ni rejoint. Sinon, j'aurais rejoint la Syrie, je serais pas parti en Algérie. J'ai pas rejoint mon pays d'origine où mon oncle il s'est fait zigouiller par le GIA dans les années 90 parce qu'il était moueddine du coin, mais qu'il n'adoptait pas la théorie du GIA et à qui on n'a même pas de tombe. Du coup, quand je vois que ce mec-là, il a cette idéologie-là, je lui dis, écoute, t'as vu, je vais pas boire le kawa avec toi, tu t'imagines bien, parce que je préfère plutôt être contre toi qu'avec toi. L'ego en prend un coup, et puis toi, t'arrives d'Algérie en 4x4, le plein, il a 10,50 €. Tu fais moins la gueule à la pompe à essence en Algérie qu'en France, comme tu as pu le constater. Et puis, il y a aussi un vrai problème idéologique, parce qu'on n'est pas dans la même tasse de thé. Pour reprendre la théorie de Freud, quand même, mon ex-femme, elle est enceinte. Elle va prendre un parti partisan, familial, assez versatile. Et puis moi, je vais rester droit dans mon idéologie, dans mon truc, et je vais divorcer, quoi. Parce que Est-ce qu'elle, en gros, elle va aller plutôt vers les extrêmes? Elle va aller plutôt vers les grands tours, parce que c'est le seul moyen aussi d'avoir une mainmise sur le gamin jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est pour ça que le nom de mon livre, il porte le nom de mon gamin, parce que malgré qu'il est enlevé par l'indicible, je veux pas qu'il se dise que son père l'a abandonné. Pour résumer pour comprendre le truc, donc moi, tu as eu un divorce. enfant avec cette femme. Et Divorce. Je divorce, mais je ne parle en rien de cette histoire d'idéologie en Tunisie, à Sousse, à 150 mètres, où il y a eu des faits qui doivent peut-être te dire quelque chose, qui sont pas très catholiques. Et puis moi, je vois une corrélation, parce qu'avant d'en arriver à la calache et à tirer sur tout ce qui bouge, c'est une idéologie avant tout, qui est très dangereuse. Et du coup, je divorce, la garde à la mère, pension alimentaire, le père, et ferme ta gueule. En vrai, c'est un peu ça que je vais vivre au début, mais je vais accepter, je vais aller voir mon gamin, je vais payer la pension, et c'est pas le sujet, parce que comme tu as vu que je te l'ai fait montrer, je la paye jusqu'à aujourd'hui, ma pension. C'est pas un mec tout de suite là qui se bat pour pas payer la pension alimentaire à son gamin. C'est que j'ai un peu tout ce qui est Viber, WhatsApp, Telegram, mais je ne sais pas, dans mon insouciance dans laquelle je vis au quotidien, que Telegram est l'application préférée de Daesh, quoi. Du coup, 6-7 mois après mon divorce, il y a un mec qui va me contacter et il va me dire textuellement, déjà, tu as un passé un peu violent. Bon, tu as vu le côté un peu qui m'a dit pour m'embobiner. Mais je suis pas un converti et qui va parler au premier barbu qui sort d'une cave pour avoir une fatwa. Et il va m'envoyer une fatwa numérique. Il va me dire, écoute-moi bien, tu vas te manger une balle dans la tête si tu ne rejoins pas en Libye. Et ton fils, tu le verras bientôt plus jamais, comme tu l'avais écrit noir sur blanc dans les revendications odieuses de l'enlèvement de mon fils. Est-ce qu'en gros, lui, alors, qu'est-ce qui... C'est un mercenaire en contact avec ce membre de la famille que je découvre. J'en dis plus pour mon fils, pour qu'il sache pourquoi il a été enlevé à son père, et pas pour autre chose, ni pour travailler avec les services français ou les services algériens, parce que j'en ai rien à foutre. Et j'ai un vécu qui est un peu plus chargé que le leur. Lui, qu'est-ce qu'il Lui, veut ce faire qu'il veut à la base, c'est que je rejoigne son idéologie et sa secte mortifère de mort. Et moi, je reste à cheval, le droit dans mes baskets, dans ma religion et dans ma croyance et dans mes convictions qui sont plus chères que toutes les plus grosses menaces qu'il peut m'envoyer. Donc ils disent, tu ne rejoins pas, on garde ton fils, en gros. On garde ton fils, on te met une balle dans la tête, toi tu vas mourir. Et du coup, moi, comme j'ai un ami qui est à 28 ans, colonel à l'armée algérienne, je l'appelle. Je lui dis, là, il y a un mec que toi, tu as l'habitude d'éclater quand ils viennent de Libye pour rentrer s'infiltrer en Algérie, qui me menace, et je lui envoie les trucs. Il me dit, mais tu vas voir le procureur de la République, je t'ouvre un peu la route, tu portes plainte, 1 jour, 2 jours, ton gamin il est avec toi, garde acquis de droit, et t'inquiète pas. Alors moi, ce que je fais, il a plus l'habitude que moi déjà, parce qu'il se combat le sujet, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Du coup, là, je vais voir le procureur. Il y a son policier de sa sécurité personnelle qui me reçoit, il voit les messages, il pète les plombs. Il est papa, même lui. Et il me dit, attends, toi, tu vas monter par la porte d'en haut, tu vas pas monter par la porte d'en bas. Et il me dit, d'ailleurs, tu vas screener tous les messages. Il me brief, il me dit, demain, tu vas chercher ton gamin à Alger,
acquis de droit ou pas. Et dimanche, parce que les tribunaux, ils ferment le vendredi et le samedi, pays musulman oblige. Et dimanche, quand le tribunal il ouvre, tu ramènes ton fils. Du coup, j'obéis. Je prends une Audi A3 Sportback, je change les plaques, je vais avec 2-3 copains pas très catholiques, il y a un qui sort de l'armée il y a 1 an. Et on y va à Alger récupérer mon gamin, le fameux Go-Face de l'amour et présomption d'innocence que j'y crois pas trop. Parce que le lendemain, on va pas vouloir me donner mon gamin, comme de par hasard. Donc je vois qu'il y a un lien avec... de leur côté intrafamilial, parce que ce n'est plus de ma famille pour des raisons claires, nettes et précises jusqu'à aujourd'hui. Et du fait, les policiers vont intervenir, ils vont dire « Madame, vous ne voulez pas lui laisser voir son gamin aujourd'hui, demain on vous enlève le gamin si vous ne voulez pas. » Et on sait ce qui se passe derrière. Du coup, il y a un mec des services secrets qui dort devant sa voiture, il me dit « Tu peux y aller tranquille, demain tu vois ton gosse. » Je récupère mon gosse et 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois même, de janvier 2021 à avril, je vais avoir la garde intégrale de mon gamin sans droit de visite et pour des raisons plus que légitimes. Sauf que en coulisses, on fait monter les enchères sur la tête à mon gamin sans que je le sache, quoi. Je vais être invité à un huis clos, pas parce que comme quand j'étais mineur, c'est pour que cacher la misère, vaut mieux la couvrir dans l'ombre. Et en vrai, je vais tomber devant un juge algérien totalement soudoyé qui va me dire en gros, on va t'enlever ton fils, on va le restituer là-bas et tout est déjà payé, pesé. Et déjà même, je suis en mai, 2e jour du ramadan, il est pas très pieux. Je suis dans le box des accusés. Je fais quoi dans le box des accusés? Je protège mon fils de Daesh. Je protège pas mon fils de la DZ Mafia ou du point de deal en bas de chez moi, là. C'est dur à porter. C'est lourd. Et en gros, je vais être condamné à tort à 1 an. La greffière, elle est en pleurs. Elle est censée que écrire. Le juge, il est énervé parce qu'il n'a pas réussi à me mettre à l'amende à la parole. Et d'ailleurs, j'avais perdu au moins la garde contre Daesh de mon fils, donc il faut y aller. Donc, j'allais pas perdre au moins ma dignité et la dignité de mon fils, quoi. Et du coup, les gendarmes, ils me laissent téléphoner alors qu'ils me ramènent en détention à Al-Bayad, prison militaire. Il n'y a pas de téléphone là-bas, il n'y a pas de chichon, là. C'est le goulag. Donc tu te prends 1 an de prison. Je suis condamné à 1 an pour des conneries. On a fait croire que j'ai insulté le juge alors que c'est pas vrai. Non-respect du tribunal. Non-représentation d'enfant. Alors dans toutes les représentations au tribunal, j'étais avec mon gamin. Et en gros, je vais faire 3 mois de détention parce que je vais m'isoler. Je vais aller au mitard du bled, déjà au mitard de France, compliqué, mais je vais aller au mitard du bled pour lire. Et je vais dire aux surveillants, j'écris le nom de mon fils sur le mur pour qu'on sache qu'on a mis un père en détention qui se bat pour sauver son fils de l'indicible, en vrai. Parce que même à dire, c'est dur à dire. Donc tu fais tes 3 mois et en gros... Je suis gracié le 5 juillet 2021 par le président algérien Abdelmajid Tebboune, sans le tsunami médiatique dont a bénéficié Boualem Sansal, mais j'ai pas besoin de ça. Et en vrai, je vais être respecté grave par les surveillants de prison qui vont faire le garde à vous et les honneurs militaires, quoi. Et c'est là que je vais comprendre, je suis dans un combat qui dépasse la grâce présidentielle, la lutte antiterroriste que j'assume et que tu as vu dans les peu de médias. Parce que toi, donc, tu essaies de récupérer ton fils, c'est ça, depuis 3 ans? Et depuis 5 ans. Pendant que j'étais en détention avant qu'on me gracie, on me donne la garde de mon fils alors que je suis en détention. Donc là, je comprends que c'est une supercherie juridique incroyable dans laquelle je suis tombé. Que le mec, il a pris son bifton, peut-être 30, 40, 50, je sais pas, peu importe. En tout cas, il y a eu un travail et en gros, oui, mais déloyal, indigne. Et là, on est en train de faire un travail justement dans l'ombre pour rester dans l'ombre, pour que le juge soudoyé qui a osé prendre l'argent de mauvaises mains pour enlever un gamin innocent, parce que je pense que mon gamin, s'il n'a pas 7 ans, il est innocent quand même, puisse avoir un juge qui l'a confié aux mauvaises personnes, qui soudoyé, oui, c'est une certitude, qui tombe lui. Il est où là ton fils? Mon gamin, il est en Algérie. Je le vois très rarement quand les pensions alimentaires sont plutôt grandes ou plutôt généreuses. Je suis retourné en Algérie depuis. Avant, après, je suis à beaucoup de milliers d'euros de dépenses et c'est très compliqué de mener comme combat, mais c'est un combat
qu'en vaut la chandelle parce que c'est un combat pour mon fils. Donc tu en as la garde officielle, tu veux le J'en ai récupérer. eu la garde quand j'étais en détention avant d'être Ouais. gracié, mais la justice algérienne est parfois versatile et c'est très compliqué de tirer l'épingle du jeu. Donc tu as reperdu la garde. Non, j'ai pas perdu la garde. Elle a été condamnée à 6 mois de sursis pour... Je suis pas là, je me bats pas contre une femme, je me bats pas contre la garde à la femme, je me bats contre vraiment une organisation qui, avec sa taquia dégueulasse et odieuse et pour qui je suis un apostat et que je mérite de crever pire que le pire des mécréants, m'enlève mon fils mais accepte gracieusement ma pension alimentaire. Donc c'est un peu un combat compliqué parce que je finance les gens que je combats, c'est plus que compliqué. Et du coup, ça va se régler parce que je crois en des valeurs, je crois en l'esprit de résistance. C'est pour ça que je t'ai parlé de Gaulle, parce que c'est le meilleur résistant que la France ait connu, je pense. Et j'ai pas besoin de faire l'appel de Londres pour savoir que quand je vais retourner en Algérie, il y a des têtes qui vont tomber avec des vraies preuves odieuses qui sont pas belles, mais de toute façon, c'est pas pour embellir le tableau, c'est juste pour combattre et récupérer une chose qui est acquise de droit à la base. Après, c'est sûr qu'un mec avec le casier judiciaire comme j'ai en France, qui a été transféré par Interpol en Algérie, c'est un peu plus compliqué de se battre que quand c'est quelqu'un d'autre. Mon gamin étant entre de mauvaises mains et que c'est le combat d'un père électron libre, bipolaire, ancien délinquant qui se bat pour l'amour de son fils. Le premier chapitre, c'est un chapitre où je dis je t'aime à mon fils pour savoir que je l'aime et que je me bats pour lui, et même si c'est seul contre tous. Mais tu veux le sortir de ta belle famille. Bah exactement, parce que à partir du moment où il y a des directives terroristes pour empêcher un gamin de voir son père, parce que son père c'est le plus gros des apostats, c'est quand même dangereux pour l'éducation d'un enfant. Et c'est vrai que leurs centres d'éducation à Raqqa, pour gamins, ils ont été éclatés, et Dieu merci. Mais il y a toujours cette idéologie-là qui se véhicule, peu importe les pays, et de n'importe quelle frontière de la Méditerranée. C'est que, en fait, moi je vivais en Algérie, j'embêtais personne, et que des gens qui vivent en France, du côté de Valenciennes ou pas, ou dans le nord, ou dans le milieu de Roubaix, qui financent preuve à la pluie et diligente l'enlèvement de mon gamin, alors que je suis en Algérie, que j'emmerde personne, bien sûr que ça me sort de mes gonds. Et encore heureux, parce que même si c'est compliqué, c'est un combat seul contre tous, chaque victoire est à l'auteur du combat. Le combat, là, il est grand. Il me dépasse, il dépasserait n'importe qui. Tu as écrit ce livre, on peut le commander, on les trouve sur Internet, c'est ça? Sur Internet, sur Amazon, dans toutes les bonnes librairies. Ouais, tu le trouves. Zinedine Rable. Exactement. Édition Baudelaire. Zinedine, j'espère que ça va bien se terminer, ton histoire avec ton fils surtout. Ça va bien se terminer, j'en suis convaincu. Bon, et on te le souhaite. Merci. Merci d'être venu, Zinedine. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.